Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de nouveau des ordinals. Alors, on a sorti récemment une vidéo à ce sujet et si vous ne l'avez pas vue, on vous la mettra dans la description de la vidéo. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les sujets qu'on aura pu présenter sur les précédentes vidéos, notamment sur le stockage de NFT, puisqu'on a reçu pas mal de questions à ce sujet. Donc, pour faire un petit rappel, les ordinals, vous le savez, donc c'est la capacité aujourd'hui d'implanter ou d'apporter, on va dire, les NFT sur la blockchain Bitcoin. Donc ça, c'est Casero d'Armor qui a permis justement de mettre ça en place et ça a été rendu possible grâce à plusieurs mises à jour, notamment la mise à jour Segwit. Donc il faut savoir que les ordinals aujourd'hui ont pu être mis en place grâce à la mise en place grâce aux données témoins. En fait, c'est sur les données témoins et au segregated witness data qu'on a la capacité de pouvoir mettre ça en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que Segwit, donc tout comme Taproot, c'est des mises à jour qui ne sont pas obligatoires. Donc ça a été les soft forks en fait de la blockchain Bitcoin. C'est des mises à jour qui prennent de plus en plus d'ampleur, qui sont de plus en plus adoptées et qui ont eu un bond en termes d'adoption et d'utilisation avec l'arrivée justement des ordinals. Si vous vous intéressez aux ordinals, il y a plusieurs termes qu'il faut que vous arriviez en tout cas à maîtriser et à comprendre. Premièrement, c'est ce qu'on appelle les ordinals théories. Donc là, pour le coup, on va numéroter les satoshi qui vont exister, si vous voulez, à l'heure actuelle et qui sont en circulation sur le marché. Aujourd'hui, par exemple, pour faire le lien avec les billets de banque, on sait que chaque billet de banque est noté avec un numéro de série, donc on est capable de les identifier. Bah, ici, en fait, sur la blockchain Bitcoin, on est capable d'identifier chaque satoshi et on va leur attribuer un numéro de série en fonction de leur date de création. On va avoir aussi un autre terme qu'on va appeler horde. Donc en fait, c'est juste le wallet des ordinals qu'on appelle horde. Donc pour utiliser, stocker et transférer des ordinals, on va utiliser ce type de portefeuille. Il doit être connecté à un nœud Bitcoin Core pour tracer tout simplement les satoshi. Et ensuite, il y a un autre terme qu'il faut que vous maîtrisiez qui s'appelle les inscriptions. Donc là, c'est une transaction qui va être effectuée sur le wallet Bitcoin horde qui va permettre d'associer le numéro de série d'un satoshi à celle d'une autre donnée arbitraire qui va être injectée dans une transaction Bitcoin. Donc finalement, celui qui va posséder le Satoshi va posséder le fichier correspondant. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être une image, ça peut être tout un tas de choses qui sont liées justement au digital artefact. Parce qu'il faut savoir que quand on parle des ordinals, on ne va pas parler de NFT comme ce qu'on parle sur la blockchain Ethereum par exemple ou sur tout un tas d'autres écosystèmes. On va parler de digital artefact puisque la proposition de valeur, en tout cas ce qui est mis en avant par les défenseurs des ordinals, c'est de dire que la grosse problématique qu'on retrouve aujourd'hui sur les NFT classiques, c'est que la grosse majorité d'entre eux pourraient être stockés d'une manière peu soutenable, en tout cas pour avoir le côté décentralisation et résistance à la censure, alors que là, avec les ordinals, on aurait une capacité de pouvoir stocker des NFT qu'on appelle des digital artefacts directement on-chain, donc sur la blockchain Bitcoin, sans l'utilisation d'intermédiaires, avec tous les avantages de la blockchain Bitcoin et de la blockchain sous-jacente, c'est-à-dire la résistance à la censure, la décentralisation, l'aspect sécurité, et donc selon les défenseurs, encore une fois, des ordinals et des digital artefacts, c'est une proposition de valeur qu'on n'est pas capable d'avoir à côté puisque le stockage des NFT ne serait pas fait directement on-chain comme ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les ordinals. Donc justement, j'ai décidé de faire cet échange avec Mickaël puisque vous allez voir que souvent, ce qu'on entend parler sur Internet, c'est pas forcément vrai, ou du moins, il y a des déformements, un petit peu des déformations de la réalité. Et vu que Mickaël a un background un peu plus technique que moi, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire intervenir aussi sur cette vidéo. Donc, je sais pas si déjà tu voulais rebondir sur ce que j'ai dit là, avant de partir peut-être sur le stockage des NFT, si tu vois quelque chose à dire Ouais, là-dessus. effectivement, je pense qu'il y a un élément qui est très important déjà de base pour pouvoir comprendre un petit peu comment on va pouvoir stocker ces éléments-là. C'est que Bitcoin, c'est un bloc qui fait 4 mégas. Donc, globalement, même si on sature l'intégralité du bloc, on va avoir la possibilité de stocker uniquement 4 mégas d'informations, que ce soit une image, un son ou une vidéo. Alors, je vous laisserai trouver une vidéo sur Internet qui fasse moins de 4 mégas. Vous allez voir que ça devient quand même relativement compliqué. Donc, souvent, c'est plutôt un texte ou une image. On va plutôt préférer ces choses-là. Et si on prend les blocs sur Ethereum, on est même sur des blocs qui sont encore beaucoup plus petits parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, pour faire très simple. Donc, stocker de la donnée on-chain, ça a quand même un certain coût. L'avantage des ordinals, c'est qu'on ne va pas les stocker dans les blocs où on va mettre l'intégralité des transactions. On va le stocker dans une partie du bloc où on va mettre plutôt des métadatas, des données qui vont être complémentaires. Donc, ça va donner un coût de transaction qui va être assez faible. Ethereum, ça fait très longtemps qu'il stocke de la donnée on-chain, c'est pas nouveau. Et il y a eu des collections de NFT qui ont été créées directement dessus. La problématique, comme je disais, c'est que la taille des blocs Ethereum étant relativement petit, si on stocke une image qui fait 2 ou 3 mégas, ça nous coûte plusieurs milliers d'euros. Et donc, ce n'est pas du tout optimisé pour des collections de 10 ou 20 000 images.
En général, c'est plutôt des collections de 10 000 images qu'on va retrouver dans les NFT. Et donc, on a dû trouver une solution pour pouvoir stocker ces données en dehors de la blockchain. Mais il y a des collections qui ont bien marché, en fait. Si vous prenez Autoglyph, qui est une collection qui ressemble un petit peu à du Color Bitcoin, mais sur Ethereum, c'est ni plus ni moins que de l'art au niveau ASCII qui est fait. Donc, ce sont des informations sous format de texte qui sont insérées directement dans la blockchain. Donc, c'est un coût qui est vraiment très faible. Après, on a eu des choses qui ont été un peu plus poussées, où on s'est dit, bah, OK, une image, c'est ni plus ni moins qu'une suite de bits et de pixels qu'on va essayer de stocker dans la blockchain. Et du coup, on va stocker uniquement l'information, cette information-là directement dans la blockchain. On ne va pas stocker l'image en elle-même, mais la transcription informatique de l'image. Et donc ça, les CryptoPunks l'ont fait, et ça a plutôt bien marché. Mais ça reste des images qui sont, comme vous voyez, qui ne sont pas extrêmement belles. Ce sont des images avec peu de détails, qui ne sont pas très grandes. Et donc, on était quand même vraiment limité. À partir de là, il a fallu trouver d'autres solutions. La première, c'était d'aller stocker directement l'image, le contenu de l'image, sur un serveur qui peut être centralisé chez un hébergeur, que ce soit chez Amazon, que ce soit chez OVH, que ce soit chez n'importe qui. La problématique d'avoir un serveur qui est centralisé, c'est que si demain quelqu'un vient à l'arrêter, et ben le lien qui était fait de la blockchain pour aller voir cette image-là, il est cassé, il ne marche plus. Du coup, on n'a plus d'affichage de cette image-là. Et demain, si quelqu'un venait à modifier l'image en mettant le même nom de fichier, bah, potentiellement, on avait un changement du NFT. Donc, c'est une solution qui a vite été arrêtée parce qu'elle n'était pas du tout viable. Et elle était intéressante pour personne et pour aucun créateur de NFT sérieux, c'était envisageux de faire ça. Donc, ils sont allés chercher une solution qui est plus ancienne, qui était déjà utilisée par un grand nombre d'acteurs dans le milieu de l'informatique, qui est la solution du pair à pair, du P2P, qu'on connaît quand même très bien au niveau Bitcoin. Quand on dit on fait un échange pair à pair, bah, clairement, c'est un peu l'idée. Le Bitcoin utilise la blockchain, et ben, le peer-to-peer, ça existait déjà et ça a été mis en avant via le partage de films. En général, le torrent, c'est quelque chose qui était très connu. Et donc, on a eu une technologie qui a été développée qui s'appelle l'IPFS, qui est une technologie qui est, comme je dis, pas très récente. Et le principe, c'est qu'on prend un fichier, on le coupe en plein de petits morceaux. Ces morceaux, on les duplique, on les met sur plein d'ordinateurs différents, on les chiffre pour que les personnes qui hébergent ces données n'aient pas accès au contenu. Et après, on va mettre un identifiant unique. Et quand on appelle cet identifiant unique, il va reconstruire l'intégralité des données. Et là, ils se sont dit, bah, c'est plutôt une bonne idée en fait de faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on va mettre dans la blockchain Ethereum uniquement les métadatas, donc dire par exemple que c'est une image de singe, que le fond de couleur est orange, qu'il y a certaines caractéristiques qui sont plus ou moins rares, et le lien vers l'IPFS. Et donc, c'est la solution qui a été priorisée en majorité et qui est la plus utilisée actuellement. Bien sûr, il y a possibilité de faire des mises à jour sur l'IPFS. Donc, ils ont implémenté une fonctionnalité qui permet de geler les données sur l'IPFS, qui évite que quelqu'un puisse les modifier si il avait envie de faire une mise à jour, par exemple, de cette image-là. Donc ça, globalement, c'est la solution la plus commune. Et c'est aussi pour ça que demain, si vous avez un NFT dans votre portefeuille qui utilise la technologie IPFS pour le stockage des données, on ne peut pas juste vous dire bah, j'ai supprimé le fichier. Ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est beaucoup plus complexe. Après, pourquoi on ne stocke pas, comme je disais, l'intégralité des données sur la blockchain? C'est que c'est un coût qui est monstrueux. Ça n'a pas forcément été pensé pour. Et donc, il y a des blockchains qui sont un peu spécialisées dans ce secteur-là, comme Arweave, Filecoin, Siacoin. Il y en a plein d'autres qui sont mises à disposition. Et donc, qui disent, bah, nous, on veut bien récupérer vos NFT pour les stocker. Comme ça, on reste dans le monde de la blockchain. Et donc, il y a un peu cette guerre qui est faite entre les personnes qui font de l'IPFS et les personnes qui font de la blockchain. Mais globalement, ça a tous les deux une valeur qui est très importante, qui apporte de la valeur pour le stockage des NFT. Alors, il y a d'autres possibilités pour stocker des NFT, pour les NFT qui font que du texte, donc qui vont stocker une partie sur la blockchain, l'autre partie sur un site web. Mais globalement, la majeure partie utilise plutôt de l'IPFS, comme par exemple les BYC avec les Bored Yacht Hub Club. La plus simple pour voir si jamais c'est stocké sur l'IPFS ou si c'est stocké sur un serveur centralisé ou si c'est stocké directement on-chain, c'est d'aller sur Etherscan. Vous tapez le nom de la collection qui vous intéresse. Ensuite, vous allez voir le contrat qui a permis de déployer directement cette collection de NFT, où des fois, il y a un contrat séparé qui est lié uniquement pour les données des contrats. Par exemple, chez les CryptoPunks, ils ont fait un contrat spécialisé qui s'appelle le CryptoPunks Data de mémoire. Et donc, vous allez lire le contrat, et là, vous avez la possibilité d'interagir avec, donc sur Etherscan, sans que ça vous coûte des frais de transaction. Vous mettez le numéro du token dont vous voulez récupérer les informations, et là, automatiquement, il va vous sortir les informations qui sont stockées sur la blockchain. Et donc, vous pouvez voir si c'est un lien qui est vers un site web, donc une URL traditionnelle, si c'est un lien IPFS, et donc souvent, vous allez trouver un lien IPFS, ou directement le NFT en lui-même qui va apparaître devant vos yeux.
Et donc, c'est comme ça qu'on comprend vraiment comment ça marche, en fait, le stockage des NFT. C'est pas juste quelque chose de magique, c'est pas quelque chose où on éteint un serveur et ça y est, on perd tout. C'est quand même quelque chose de bien décentralisé et toutes les collections qui sont à minima sérieuses aujourd'hui fonctionnent comme ça. Et si on parle d'OpenSea, qui est l'une des plus grosses plateformes, on a Blur aussi, hein, qui permet de faire qui est une plateforme d'échange, d'achat et vente de NFT qui est en train de très bien progresser actuellement. Et ben en fait, ces plateformes-là font uniquement des liens vers ce qui est stocké sur la blockchain. Et donc, si demain elles venaient à fermer, vous ne perdriez pas vos NFT en fait. Il faut vraiment comprendre tous ces aspects-là. C'est extrêmement important. Ouais, et puis tu vois, sur une vidéo qu'on a publiée récemment ensemble, on parlait un peu de la proposition de valeur du Bitcoin et même d'autres écosystèmes. Et on a en fait plusieurs catégories. On a d'un côté les personnes qui vont dire la proposition de valeur du Bitcoin, c'est la réserve de valeur 2.0, c'est l'or digital et c'est censé faire ça et très bien ça et c'est tout. Et il y a les autres qui disent, bah, en fait, le Bitcoin, c'est aussi une plateforme de confiance où on peut recevoir, envoyer, stocker de la valeur à travers l'espace et le temps, mais tout ce qui a de la valeur et pas forcément que de la monnaie. Et typiquement, les digital artefacts, ça pourrait être une manière de stocker de la valeur si les gens, en tout cas, ils voient de l'intérêt, en tout cas, là-dessus. Et dans l'objectif des cryptos, c'est le marché libre aussi, c'est-à-dire de dire, voilà, une technologie, elle est ni bien, elle est ni mal, elle peut avoir de l'intérêt pour certaines personnes et puis d'autres qui peuvent pas forcément s'y intéresser. Mais en tout cas, c'est difficile de dire à quelqu'un, bah, ça n'a pas de valeur ou tu ne dois pas faire ça, sous prétexte que nous, en tout cas, théoriquement, on n'y voit pas forcément de la valeur, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu cette vision-là qui s'entrechoque des deux côtés avec les avantages et les inconvénients des ordinals. Typiquement, si on est sur un stockage de digital artefact on-chain, donc avec la décentralisation, la résistance à la censure, avec le côté aussi sécurité qui est propre à la blockchain Bitcoin, on peut avoir tout un tas de problématiques qui peuvent remonter à ça. Typiquement, on a eu des images pédopornographiques qui ont été stockées sous forme d'ordinals sur la blockchain Bitcoin, sur certains Satoshi. Donc là, pareil, en fait, si on est sur oui, c'est bien d'avoir des digital artefacts, le côté décentralisation, résistance à la censure, mais si c'est pour stocker des images pédopornographiques ou même pire encore, hein, si on peut aller encore plus loin que ça, est-ce qu'il y a des limites à ça, tu vois? Est-ce qu'on peut arriver à le contrôler ou pas? Et donc avec toutes les dérives que ça peut engendrer. Après, il y a aussi la taille des blocs. Donc, tu as parlé des 4 mégabytes, donc c'est avec 4 mégabytes, pardon, c'est avec Segwit. Mais derrière, il faut savoir que depuis qu'on a mis en place les ordinals, dans les mêmes pools, donc qui est en fait le pool dans lequel on va avoir toutes les transactions qui n'ont pas encore été validées, on a un nombre de transactions qui sont présentes dans les mêmes pools qui n'arrêtent pas d'augmenter, puisqu'il y a une mise aux enchères sur les frais en fait qui sont mis en place. On n'a pas la capacité de stocker toutes les informations possibles et imaginables dans chaque bloc. Hein. On a 4 mégabytes. Donc, si on a une grande partie de ces espaces de stockage qui est utilisé par les ordinals et où les frais sont relativement plus élevés, c'est-à-dire que ça augmente les frais pour toutes les autres personnes qui veulent faire valider leurs transactions, ou alors ils passent après les autres, donc ils se retrouvent finalement dans les mêmes pools. Donc les frais de transaction, le temps pour valider qui risque d'augmenter avec le temps, c'est ce qui est en tout cas remonté par la part des détracteurs, la taille aussi de la blockchain qui risque d'augmenter, donc la capacité des gens à gérer tout simplement leur propre nœud ou à héberger leur propre nœud Bitcoin. Ça aussi, on peut être amené à se poser des questions. Et puis tout ce qui est lié au stockage un petit peu d'immondices sur Bitcoin. On a déjà eu ce problème bien avant l'arrivée des ordinals. Il y a plein d'articles qui peuvent vous montrer qu'on a déjà eu des problématiques là-dessus sur Bitcoin, mais en tout cas, comment on peut arriver à gérer ce genre de problématiques dans un système décentralisé, résistant à la censure, etc., etc. Donc, tu vois, je sais pas où est-ce que tu te situes, toi, Mickaël, là-dessus en fait, moi, je vais prendre un peu comment ça s'est passé d'un point de vue historique sur Ethereum. Et quand on voit les dérives que les NFT ont apportées, et je parle plutôt de la partie image, de l'augmentation des tailles de blocs, de l'augmentation des frais de transaction, de la saturation de la blockchain sur certaines périodes quand il y a du trading qui est fait de manière intensive dessus, je ne le vois pas forcément d'un bon oeil d'un point de vue technologique sur Bitcoin. Après, les aspects spéculation et autres, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et comme tu dis, il y a un libre marché. Donc après, chacun est libre d'aller acheter ou vendre ce qu'il a envie de vendre. Il y a la partie censure qui est extrêmement importante. Et la réflexion que j'étais en train de me faire, c'est de me dire, mais pourquoi on ne prendrait pas un peu le meilleur des deux mondes? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller stocker tout on-chain, et ça, on a vu que ça ne marchait pas forcément très bien sur Ethereum,
est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu comme sur Ethereum, c'est-à-dire mettre uniquement les métadatas et un lien IPFS? C'est-à-dire que, OK, les personnes qui veulent avoir des artefacts numériques sur Bitcoin, eh ben, ils ont cette capacité-là parce que le bloc il fait 4 mégas, donc on peut lui insérer quelques datas complémentaires pour pas cher. Et ben, pourquoi ne pas lui insérer uniquement les métadatas et un lien IPFS ou un lien vers une autre blockchain en fait? Et donc, on n'aurait plus cette problématique de congestion de la blockchain, on n'aurait plus cette problématique potentiellement d'augmentation des frais de transaction parce que la taille des blocs n'augmenterait pas. Mais effectivement, on perdrait ce côté artefact numérique qui a pour but de tout mettre on-chain et dont rien n'est censurable. Mais qui dit que rien n'est censurable, comme tu disais, il y a tout un problème éthique qui se pose, qui est est-ce qu'on veut vraiment avoir ça sur la blockchain Bitcoin pendant les 100 prochaines années, en fait? Et moi, personnellement, j'ai pas envie que la blockchain Bitcoin soit la poubelle des blockchains. Ouais, donc, je préfère vraiment qu'il y ait un nettoyage qui soit fait. Et voilà, c'est pour ça, d'un point de vue technologique, je trouve ça extrêmement important de se poser cette réflexion-là. Jusqu'à quel point, en fait, la communauté n'a pas un droit de regard sur ce qui est fait avec ces artefacts et est-ce qu'ils sont pour ou contre, en fait, l'utilisation et l'implémentation qui en est faite à l'heure actuelle. C'est pas une implémentation qui a été faite d'un point de vue logiciel, c'est une utilisation détournée d'une précédente mise à jour, quand même. Ouais, qui était Segwit avec Taproot, quoi. Exactement. Et du coup, pour remontrer un petit peu les infos que j'ai dit tout à l'heure, donc on voit que depuis l'arrivée des ordinals, donc c'est des graphiques qui sont directement issus de Glassnode, on voit que la taille moyenne des transactions a très largement augmenté depuis l'arrivée des ordinals, puisqu'on là on stocke plus que des transactions, mais on stocke aussi des données, notamment tout un tas d'images, des pixels, etc., etc. On voit que pendant un très long moment, on avait pas forcément une saturation des blocs, mais on avait des blocs qui étaient remplis à 35 jusqu'à 50%. Vous savez qu'avec Segwit, on peut aller jusqu'à 4 mégabytes. Donc, on était à l'époque entre 1,4 et 2 mégabytes d'informations qui étaient stockées en moyenne, en tout cas sur les blocs. Avec l'arrivée des ordinals, on est passé à 80 jusqu'à 90% de saturation. Donc, une augmentation du nombre de transactions qui se retrouvent dans les mêmes pools. Donc, le pool des transactions qui sont non validées, forcément. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et parmi les données qui sont stockées on-chain, sur Bitcoin, en tout cas avec l'arrivée des ordinals. Donc là, ils ont mis le cas des images, des audios, des vidéos, des textes et des autres stockages d'infos. On voit que tout ce qui est lié à l'audio et des vidéos, c'est très peu représenté, voire pas du tout, parce que c'est beaucoup trop lourd. Et donc aujourd'hui, c'est pas possible de pouvoir stocker autant d'informations sur la blockchain. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Aujourd'hui, par contre, ce qui est très largement utilisé, c'est plutôt les images et tout le reste. Et on le voit en termes de graphique. Hein. Ici, alors c'était les inscriptions, donc typiquement tout ce qui était audio et vidéo, hein, le violet et le vert, c'est 0,22%, 0,14%, donc c'est vraiment rien du tout. Là, la majorité de ce que vous allez pouvoir retrouver, c'est surtout les images et puis le texte, en fait, hein, qui est plus simple aujourd'hui à stocker. Et un autre point que je vous avais évoqué un peu plus tôt, c'était l'augmentation de la taille de la blockchain et donc la difficulté pour avoir une véritable décentralisation pour héberger et gérer son propre Bitcoin. Il y a plusieurs scénarios qui ont été présentés par Glassnode, avec le pire des scénarios, avec du coup des blocs qui seraient saturés à 4 mégabytes pendant des années. On serait sur une blockchain qui serait à 3,4 terabytes. Si on n'est pas si on est sur une taille moyenne de 2,5 mégabytes par bloc, d'ici 2037, on serait à 2,31 terabytes et 1,35 mégabytes par bloc. En moyenne, on serait à 1,46 terabytes. Donc après, je ne sais pas si toi, Mickaël, tu vois que pour ça, si selon toi, ce truc-là, c'est un problème, ou est-ce que avec la loi de Moore, avec notre capacité à avoir toujours des appareils de plus en plus, on va dire, capables de stocker des informations de plus en plus importantes, est-ce que pour toi, c'est un véritable problème, typiquement d'ici 2037, avoir la capacité de stocker 3,41 terabytes, est-ce que ça sera un souci ou pas, quoi, ou est-ce que c'est pas un faux problème, ça? En fait, il y a deux choses extrêmement importantes. Il y a soit on veut être dans un monde futur où il y a une seule blockchain qui fasse l'ensemble des choses, et donc on accepte d'avoir une blockchain qui est extrêmement lente parce que du coup elle devra stocker énormément d'informations. Soit on se dit qu'on va évoluer dans un monde qui sera multi-blockchain et chaque blockchain aura sa propre utilité, sa propre fonctionnalité, et donc elle s'appuiera sur d'autres blockchains pour pouvoir transmettre des informations, pour pouvoir stocker des informations, pour pouvoir échanger. Si on part dans ce scénario qui est privilégié de la mono-blockchain qui fait un peu tout, et donc là, c'est la blockchain Bitcoin. On se retrouve effectivement avec une blockchain qui pourrait pointer vers les un peu moins de 4 Tera de données. Aujourd'hui, ce n'est pas une problématique parce qu'on achète un disque dur pour à peu près 100 €. Il fait 4 Tera, on est capable de stocker. Le problème, c'est plutôt la centralisation que ça va apporter. C'est que les personnes qui
techniquement les compétences de pouvoir mettre ça en place, elles sont peut-être de moins en moins et elles vont avoir besoin d'acheter du matériel spécifique. Donc, elles vont être capables de faire tourner leur propre nœud chez elles. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout toutes les personnes qui n'ont pas forcément cette compétence technologique et qui doivent s'appuyer sur des prestataires externes. Et donc, les prestataires externes qui vont proposer des offres qui permettent de stocker 4 téradonnées, il y en a de moins en moins. Ce sont souvent des très gros acteurs. Et donc, on va recentraliser en fait l'ensemble des nœuds chez quelques gros acteurs au lieu d'avoir une décentralisation qui est la plus maximale possible parce que chacun aura son propre nœud chez lui, dans son petit coin, sur un petit ordinateur ou un petit serveur. Et c'est un petit peu ce que je reproche en fait à cette explosion de la taille de la blockchain Bitcoin, c'est qu'on va se retrouver par une limitation du nombre de personnes qui vont pouvoir posséder leur propre nœud et qui vont plus ou moins le faire chez un même prestataire et non plus dans leur cave ou dans leur placard, comme on pouvait le voir avec le mining au début. Ouais, d'accord, je comprends. Et pour aller plus loin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au stockage des NFT, il y avait pas mal de personnes justement, dont Darson et puis Daryl, qui, je pense, corroboraient pas mal les infos que tu disais. Typiquement Darson qui disait si OpenSea ferme, ça change rien pour les NFT. Ils sont on-chain et ils pointent vers la source, image vidéo, qui est stockée soit vers un cloud type AWS ou l'IPFS pour la grande majorité. Donc, ils sont toujours accessibles depuis d'autres plateformes qui font l'interface. Pour les ordinals, je ne vois pas vraiment l'intérêt dans la majorité des cas. Peu de gens se préoccupent de savoir où leurs NFT sont stockés actuellement. Donc, il peut y avoir un effet de spéculation sur la nouveauté. Ça sera certainement utilisé pour des trucs rares. Mais à moins de créer un nouvel usage à partir de tout ça, je reste assez indifférent. Et moi, je le rejoins totalement là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas forcément envie d'aller acheter ou vendre des ordinals. Déjà que je ne le faisais pas forcément sur Ethereum. Ce n'était pas par rapport à mon profil de risque. Et puis, ce n'était pas un écosystème qui me plaisait là-dessus, parce que les risques ne sont pas identiques et les potentiels aussi ne sont pas identiques. Mais voilà, moi, en tout cas, ce n'est pas un domaine qui, pour l'instant, m'intéresse à proprement parler. Et puis, il y avait Daryl aussi en dessous qui disait petite rectification. Une grande partie des images, alors c'était sur une autre vidéo YouTube, c'était pas sur la nôtre, mais il disait une grande partie des images des anciens NFT, notamment ceux de Solana, sont stockés sur Airwave, qui est parfaitement décentralisé. En effet, je préfère le output data de Bitcoin. Donc voilà, et en fait, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui voient de la valeur, ceux qui se disent ça peut être un danger et donc à voir de ce que ça va donner. Moi, je reste encore assez mitigé entre les deux. Je pense que Bitcoin a sa vraie proposition de valeur, c'est pas sur les NFT, c'est pas sur les smart contracts, c'est pas sur la confidentialité des transactions, c'est plutôt sur le côté décentralisation, résistance à la censure et vraiment l'or digital 2.0, réserve de valeur avec une politique monétaire qui est connue, avec le capage à 21 millions de Bitcoin. Ça, pour moi, c'est la vraie proposition de valeur de Bitcoin. L'Ether, ça va être totalement différent. Mais on voit que petit à petit, on commence à manger un petit peu sur les plates-bandes des uns et des autres. C'est-à-dire que sur Ethereum, on faisait les applications décentralisées, on continue bien évidemment de le faire, avec un schéma narratif qui a évolué au fur et à mesure du temps. Au départ, Ethereum, c'était le supra-ordinateur mondial. Après, ça a été la plateforme pour créer tout un tas d'applications autonomes décentralisées avec l'arrivée de The DAO avant le hack. Puis après, ça a changé. On a dit, bah tiens, on va créer maintenant, ça va être la plateforme pour créer des applications décentralisées. Et puis après, il y a tout un tas de nouvelles applications qui sont arrivées avec la finance décentralisée, les NFT, etc., etc. Et on voit qu'il y a un nouveau discours qui commence à arriver au sein de la blockchain Ethereum, en tout cas auprès de sa communauté. C'est le ultra sound money, de dire, bah, vu que Bitcoin est capé à 21 billions et qu'on a des halvings tous les 4 ans, qu'on a une certaine inflation, même si elle est amenée à diminuer au fur et à mesure du temps, sur Ethereum, on serait une meilleure monnaie en fait que Bitcoin, puisqu'on serait sur une blockchain avec une politique monétaire qui serait déflationniste, donc on aurait de moins en moins d'Ether en circulation. Et pareil, Bitcoin, c'est-à-dire d'un côté, je le vois vraiment comme côté réserve de valeur, Ether pour créer des applications plus complexes, des dApps, les NFT et tout ce que vous voulez. Mais on voit qu'à la fois Ethereum commence à essayer de rentrer un peu sur les plates-bandes de la proposition de valeur de Bitcoin. Et à l'inverse, Bitcoin commence à essayer de rentrer un peu sur les plates-bandes d'Ether en disant bah, nous aussi, on est capable de faire des NFT, qu'on ne va pas appeler NFT, qu'on va appeler Digital Artifacts. Nous aussi, on est capable, avec Taproot, d'avoir des transactions plus ou moins confidentielles, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Bitcoin n'est pas du tout anonyme, il est pseudonyme, et on est capable aujourd'hui de suivre toutes les transactions qui sont effectuées sur Bitcoin. C'est une blockchain transparente, à l'inverse de Monero. Donc en fait, moi, tu vois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mickaël, mais ce qui fait la force d'une blockchain
et pas de la vision maximaliste, parce que moi, je le vois plus dans un monde cross-chain, multi-chain, où chaque blockchain va être vraiment spécialisée, qui pourront interagir les unes avec les autres. Mais là où on a le plus de chances de réussir, c'est quand on a une vraie spécialisation, en fait, tu vois, une proposition de valeur qu'on va faire très bien, et puis après, on va peut-être lier certaines blockchains pour pouvoir faire les échanges les unes avec les autres. Mais je n'ai pas la vision d'une blockchain qui va être capable de tout faire dans les prochaines années, qui est la vision poussée par pas mal de maximalistes, quoi. Bah, effectivement, comme tu dis, c'est extrêmement important, c'est que chaque blockchain a sa propre proposition de valeur et il faut être dans un monde qui, pour moi, également sera multi-chain. Et en fait, les NFT sur Bitcoin, c'est pas quelque chose de récent. Et c'est un petit peu la problématique, c'est que effectivement, il y a eu des couches technologiques qui ont été apportées. Il y a eu Stack, il y a eu Counterparty qui ont permis de faire déjà ce genre de choses. Donc, dire les ordinals, c'est une révolution technologique, non, c'est pas nouveau en fait. Il n'y a rien d'extrêmement nouveau. C'est des choses qui sont intéressantes d'un point de vue spéculatif, si ça vous amuse d'aller faire du trading d'artefacts digitaux. Mais pour moi, effectivement, comme tu disais extrêmement bien, c'est que la réserve de valeur, c'est pour Bitcoin. Ethereum, c'est fait pour créer des applications qui sont décentralisées. En tout cas, c'est la proposition de valeur à l'heure actuelle. La finance décentralisée, c'est les normes sur les nouveaux tokens qui sortent. Et ça n'a pas pour vocation à se croiser. Et pour moi, il faut absolument que ça reste des mondes qui soient séparés pour qu'ils puissent exceller, en tout cas dans le domaine dans lequel ils interviennent, pour apporter le maximum de valeur, chacun de leur manière différente. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à avoir un écosystème qui sera le plus complet possible, le plus décentralisé possible et le plus résistant à la censure. Si vous avez une seule blockchain, tout le monde va attaquer cette blockchain et potentiellement, un jour ou l'autre, il y aura une vulnérabilité qui fera qu'elle peut vaciller. Si vous avez 150 blockchains qui apportent chacune une valeur ajoutée différente et qui viennent compléter cet écosystème-là, c'est comme ça que ça va se construire en fait. Internet, c'est pas une société. Vous avez plein de grosses sociétés. Il y en a quelques-unes qui sont leaders, qui apportent des valeurs ajoutées qui sont complètement différentes, mais elles ne vont pas trop s'attaquer sur leur marché différent parce qu'elles ont chacune une valeur très spécifique qu'elles vont apporter. Et il y a une espèce d'accord en fait tacite qui est fait entre les deux. Et aujourd'hui, dire que BTC va être la prochaine Eldorado pour les NFT, pour moi, c'est pas du tout ma vision des choses et j'espère que ça ne le sera pas. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais beaucoup que la communauté soit beaucoup plus engagée quand il y a des éléments comme ça qui commencent à apparaître sur la blockchain Bitcoin pour qu'il y ait un peu un droit de regard pour tous ceux qui possèdent du BTC et dire bah, là, on est d'accord sur l'évolution que ça prend, sur la direction que ça prend. Et là, bah, forcément, on n'est pas forcément d'accord, donc on préfère avoir une autre vision des choses. Ouais, moi je suis plutôt d'avis là-dessus. Après, tu vois, je reste aussi ouvert sur les éventualités ou les possibilités que ça pourrait entrevoir par la suite, parce que tu vois, il y a quelques années en arrière, il y a 5 années en arrière, on nous aurait dit tiens, tu feras des NFT, il y aura de la DeFi, il y aura tout un tas de trucs. C'est des domaines qui n'existaient pas, on n'en avait encore jamais entendu parler. Aujourd'hui, on les voit apparaître. Bon, moi, je reste encore ouvert à l'idée que ça pourra peut-être prendre plus d'ampleur ou qu'on trouvera des applications. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas prêt à en acheter, je ne suis pas prêt à mettre de l'argent dessus, je ne suis pas prêt à spéculer non plus parce que je sais pas, je pense que c'est un marché un peu. Le marché des NFT, pour ceux qui s'y sont intéressés sur Ethereum, c'est un marché aussi de connaisseurs. Hein. Vous ne pouvez pas vous amuser à acheter tout et n'importe quoi. À part quand on est en plein bull run où tout le monde se rachète un peu tout et n'importe quoi. Mais si vous voulez faire les choses correctement, je pense que voilà, c'est un marché vraiment à part. Surtout pour tout ce qui est aussi lié à l'art numérique. Tu vois, si tu achètes des tableaux d'art classiques, c'est vraiment un marché de connaisseurs. Je pense que sur la blockchain, il y aura des Picasso de demain, des gens qui seront reconnus pour leur travail là-dessus. Beeple, par exemple, ça fait partie de l'un d'entre eux sur le précédent bull run, mais à voir si ça va tenir sur la durée. Moi, je reste convaincu qu'il y a des applications qu'on n'a pas encore découvertes aujourd'hui, que ça ne vaut pas forcément le coup de se brider plus que ça, surtout si vous êtes là pour faire de l'argent, comme la majorité des personnes sur la crypto-monnaie. Donc oui, je pense qu'il y aura des capacités de gagner de l'argent avec les ordinals. Aujourd'hui, c'est encore très jeune. Je crois qu'il y a un wallet qui existe et je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Mais il y avait une dernière chose que je voulais présenter. C'était sur le site des ordinals, vous montrer un peu la tête des digital artefacts, quoi. Que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ça. Et vraiment, il faut vraiment faire la distinction entre un NFT et un digital artefact. Parce que c'est pas du tout la même chose. C'est qu'un digital artefact et un NFT, mais tous les NFT ne sont pas des digital artefacts. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on voit, comme tu le montres, la qualité qui est franchement limitée de ce qu'on peut trouver. Parce que c'est limité à 4 mégas. C'est moi qu'on peut dire. Non, mais c'est pour être le plus objectif possible. C'est une qualité qui est vraiment limitée. Et donc, si on veut être honnête, on n'a pas cette capacité de stockage, en fait. Et aujourd'hui, c'est ça qui pêche, en fait. C'est la capacité de stockage des informations. Et voilà, là, quand on voit une image comme celle-ci, parce que les NFT, c'est pas que des images. Et il faut bien aussi sortir ça de la tête. C'est que les PFP, donc les images de profil sur les NFT, c'est une utilisation de la technologie.
Et donc, dire on va mettre des NFT sur Bitcoin et on parle de digital artefact et on parle d'ordinals, pour moi, c'est un peu, on croise tous les termes, on les met dans une boîte, on secoue et puis on rebalance ça en espérant que les gens comprennent. Et non, il y a des distinctions et des choses différentes en fait. Ouais, donc après, voilà, on vous mettra tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo pour ceux qui voudront en savoir plus. Je vous mettrai le white paper, notamment du fondateur des Ordinals, tous ceux qui s'intéressent plus à la catégorie plus technique des Ordinals, pareil, on vous mettra tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Mais on nous a demandé pas mal notre avis là-dessus. C'est vrai que pour l'instant, on reste assez mitigé. Moi, je reste convaincu que la proposition de valeur, elle n'est pas faite pour les NFT, en tout cas pour Bitcoin, qu'elle est plutôt faite sur l'or digital 2.0, qui est le schéma narratif qui fonctionne très bien en ce moment, que les NFT fonctionnent très bien aussi à côté, avec les limites que ça a aussi, hein, on est d'accord, hein, je comprends aussi la différence entre les NFT classiques, les digital artefacts, essayer de tout stocker on-chain, mais avec les limites aussi que ça implique et les problématiques qu'on risque de retrouver dans les prochaines années ou dans les prochains mois ou prochaines semaines là-dessus. Et voilà, c'est un peu l'avantage d'être dans la crypto, c'est que on en découvre tous les jours, on en apprend tous les jours, on ne sait pas trop un petit peu on sait pas trop ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc je pense qu'il faut rester ouvert et soyez vraiment très vigilants puisque je pense qu'il y aura de l'argent à se faire là-dessus. Je pense que le niveau de risque ne sera pas du tout celui équivalent à ce qu'on peut retrouver sur d'autres blockchains en faisant des stratégies de DCA, buy and hold ou autre. Quand on voit par exemple certains NFT, quand on voit ça, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Ça on dirait un bout de JSON, on dirait un bout de code, je sais pas si... C'est fou, tu as 5 bitcoins, là ça coûte 121 489 $. Enfin bref, je pense qu'il y aura moyen de faire de l'argent, mais bon, après, à vous de voir si ces 121 000 $, vous voulez les mettre là-dessus ou si vous avez envie plutôt de les mettre sur du bitcoin pour du buy and hold long terme. Voilà, moi, à titre personnel, je pense que c'est ce que je ferais et j'attends de voir. Je reste un œil vigilant sur ce qui va se passer. Je vais regarder attentivement ce qui va se passer, s'il y a des plateformes qui vont commencer à se lancer, des nouveaux wallets, des nouvelles infrastructures qui vont se créer là-dessus. Je pense qu'il y aura plein de choses qui vont évoluer. Donc, il faut rester ouvert d'esprit là-dessus, mais en connaissant aussi les risques, les problèmes de liquidité, les arnaques qui vont arriver là-dessus, des personnes qui vont créer ça sur Paint en 3 minutes et qui vont vous le vendre 5 bitcoins. Donc voilà, soyez vraiment très vigilants par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, des suggestions, des points qui n'étaient pas clairs pour vous, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires et de nous dire aussi ce que vous en pensez des ordinals, si pour vous c'est une révolution ou si c'est quelque chose qui va être mis de côté dans les prochaines années ou si ça n'a pas grand intérêt en tout cas d'être présent sur Bitcoin. On vous met plusieurs liens importants dans la description de la vidéo. Premier lien, donc, c'est vers un programme de formation de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre pour ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour se former. Donc, vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Vous pourrez vous créer un compte. Donc, vous rentrez votre adresse mail avec un mot de passe et vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre pour regarder les vidéos qu'on aura préparées au préalable pour vous. Et tous ceux qui recherchent plutôt un accompagnement plus personnalisé pour être accompagnés pour investir dans le domaine des crypto-monnaies, vous avez un lien aussi pour réserver un appel téléphonique avec nous. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.